Faisons une introduction à la théorie du jeu. D'abord, c'est quoi un jeu, hein? Donc, on va essayer, c'est très compliqué peut-être de donner une définition qui va englober des tas de choses, je sais pas, comme le jeu d'échecs, les jeux de cartes, le cache-cache, le tag, les jeux vidéo, le loisir, les jeux de différents jeux possibles. D'ailleurs, certaines activités peuvent être assimilées à des jeux par certains et non pas des jeux par d'autres. On va quand même essayer d'adopter une définition en disant qu'un jeu, c'est une activité d'ordre physique ou mental, donc, qui n'est pas imposée, qui ne vise aucune fin utilitaire à laquelle on s'adonne pour se divertir, en tirer un plaisir. On va s'accorder à ce que c'est ça la définition d'un jeu. La classification aussi, vous pouvez construire autant de classifications est possible. Donc, on va donner une liste qui n'est pas exhaustive. On va dire qu'il y a d'abord les sports, c'est des jeux. Hein. On va dire, je vais jouer au soccer, c'est en même temps un sport. Les jeux vidéo, et les jeux solitaires, c'est tous les jeux que vous pouvez jouer tout seul. Et les jeux de société et les jeux d'argent, comme le casino, tout ça. Et le poker. Et tout. Le sport. Bien sûr, ces catégories ne sont pas mutuellement exclusives. Ça peut être à la fois un jeu vidéo, en même temps un jeu d'argent, ou un jeu solitaire, en même temps un sport, etc. Donc, le sport. La définition du sport aussi, euh, ça peut contenir des tas d'activités. D'ailleurs, il y a certaines activités qu'on peut qualifier de sport, certaines catégories d'activités où tout le monde n'est pas unanime, est-ce que ce soit un sport ou pas. Est-ce que le jeu d'échecs est un sport? Bon, je crois que maintenant il est classifié comme un sport. Ça dépend de votre définition. Est-ce que le mini-golf est un sport? Est-ce que les fléchettes c'est un sport? Bien sûr, il y a des activités qui sont clairement des sports. Ballon chasseur, c'est clairement un sport, le soccer, etc. Il y a d'autres activités où les gens peuvent ne pas être unanimes là-dessus. On va adopter la définition suivante d'un sport. Un sport est un jeu individuel ou collectif regroupant un ensemble d'exercices physiques ou mentaux. Donc, il y a les exercices mentaux, dans ce cas-là, on pourrait classer par exemple les jeux d'échecs, ce serait un sport, qui peuvent donner lieu éventuellement à des compétitions. Ça sera ça notre définition de sport. Voilà, donc on va essayer dans l'exemple 1, donner quelques activités. On va dire est-ce que c'est du sport. Le jeu de poche. A priori, c'est pas un sport. Les jeux de poche, ce sont plus des petits jeux que vous avez dans votre poche, vous les prenez, vous amusez avec, ça, je sais pas. Peut-être une bille que vous allez lancer dans un mini basket ou un jeu de cartes ou un mini puzzle, un mini casse-tête ou quelque chose comme ça. Donc c'est clairement pas un sport. Le saut à la perche, c'est clairement un sport, beaucoup d'exercices physiques là-dessus. Le mini-golf, on va laisser à la fin. Le billard, on va laisser. Le tir à l'arc, c'est clairement un sport. Euh, la tag, c'est clairement un sport. Le ballon chasseur, c'est clairement un sport. Regardons maintenant des activités telles que le bowling, le billard. Le bowling, a priori, c'est un sport. C'est déjà beaucoup d'efforts physiques. Hein. Il y a de la précision et tout ça, donc on va l'inclure. On va arriver au billard. Est-ce que c'est un sport? C'est peut-être pas un sport très physique. C'est pas physique du tout ailleurs. Mais et quand même, c'est un sport de précision. Donc on va dire que le billard est également un sport. On peut dire aussi que le mini-golf est un sport de précision aussi. Hein. Donc c'est, en tout cas, il répond à la définition qu'on a donnée ici. Un ensemble, c'est un jeu
qui regroupe un certain ensemble d'exercices physiques et mentaux. Donc là, il y a quand même l'exercice mental pour avoir de la précision. Les courses de chevaux, donc on peut dire que c'est un sport, même si c'est le cheval qui fait beaucoup plus d'efforts physiques que le cavalier. Le tir de fléchette, c'est un jeu, mais quand il est pratiqué, on va dire, donc c'est considéré comme un loisir, hein, ou un jeu de bar, quelque chose comme ça. Mais quand il est pratiqué à un haut niveau, on peut dire que c'est un sport. Donc on va l'ajouter dans les sports. Voilà. Donc finalement, il n'y a que les petits jeux de poche qui n'est pas un sport. Mais par rapport à la définition qu'on vient de donner, des gens peuvent vous dire que les fléchettes, c'est pas un sport. Ok. Mais quand il est pratiqué à un niveau avec des compétitions, on peut dire que c'est un sport. Bien sûr, malgré cette définition, il y a des activités qui font pas l'unanimité. Il y a des gens qui pourront vous dire que ce n'est pas un sport. Bon, c'est pas grave, on va pas polémiquer. Les jeux vidéo, j'imagine que vous savez tous c'est quoi maintenant. Donc ça nécessite un dispositif informatique, une console, un ordinateur, une tablette, des choses comme ça, où vous jouez sur un environnement virtuel à l'aide d'accessoires tels que les manettes, les claviers et tout. On ne va pas entrer dans les détails, juste par curiosité, pour votre culture, vous pouvez voir les jeux les plus vendus, hein. Tetris, vous avez entendu parler, Minecraft, etc. Je ne sais pas est-ce que cette liste est encore valable, est-ce c'est toujours les plus vendus. Mais maintenant, c'est tellement facile le téléchargement qu'il y a une autre manière de vendre les choses. Vous téléchargez un jeu, parfois c'est gratuit, et puis vous payez des options à l'intérieur. Donc il y a des jeux qui sont téléchargés des millions et des millions, des centaines de millions, voire des milliards de fois. Il y a des jeux qui ont 800 millions de téléchargements, peut-être plus. Euh, voilà, donc avec l'avènement de l'Internet et du téléchargement facile, n'achète plus comme ça un jeu comme juste une console. Parfois vous téléchargez le jeu gratuitement et puis vous payez des options à l'intérieur. Les jeux solitaires. Alors les jeux solitaires est un jeu qui, comme le nom l'indique, se pratique seul. Les jeux solitaires, on va donner quelques exemples. On peut prendre par exemple, par rapport à un enfant, les jeux de, de construction. Vous pouvez prendre le dessin, le coloriage, peut-être considéré comme un jeu, hein, pour se divertir. Les différents casse-têtes, puzzles que vous pouvez résoudre. Mais il y a vraiment des jeux solitaires qui vont intervenir par un dispositif quelconque. Même les jeux vidéo peuvent se jouer en solitaire en général. Voilà, donc je vais en citer juste quelques-uns. Voilà. Il y a aussi quelques jeux de cartes, hein, des jeux de cartes qui se pratiquent seuls, hein, vous amusez avec les cartes. On les appelle des patiences. Les jeux d'argent. Alors, comme son nom l'indique, le jeu d'argent est un jeu dans lequel les joueurs payent de l'argent sur des événements issus à l'issue d'une certaine du jeu. Donc, en général, c'est des jeux qui font intervenir le hasard. Voilà, donc les jeux d'argent, vous pouvez considérer par exemple les loteries, les machines à sous, hein, on peut dire ces jeux. C'est un jeu, paris sportif, le poker, le blackjack, etc. Donc, c'est des jeux où le hasard généralement prend une partie importante dans le jeu. Alors que j'ai déjà donné quelques exemples, vous pouvez écrire les loteries, les machines à sous, le poker, le blackjack, etc. D'ailleurs, je ne vous conseille pas les jeux d'argent, juste au passage.
Donc, parlons des jeux de société. Donc, c'est une catégorie qui peut regrouper des jeux qui peuvent être de nature très très différente. Donc, à l'opposé des jeux solitaires, c'est des jeux qui se jouent à plusieurs personnes. Donc, dans un jeu de société, on met généralement l'emphase sur les habiletés mentales plutôt que les habiletés physiques. Souvent, c'est ça. Mais il y a bien évidemment des jeux où on a besoin de beaucoup d'habiletés physiques également. Mais afin de faire la distinction avec des sports, souvent c'est les habiletés mentales qu'on met en avant. Donc on va donner la définition ainsi. Un jeu de société est un jeu non sportif qui se pratique à plusieurs personnes. Voilà, non sportif. Donc si vous faites une partie de soccer, vous n'êtes pas en train de faire un jeu de société, même si ça se pratique en équipe. Quelques jeux de société intéressants, le Monopoly. Ça, vous avez entendu parler, vous l'avez déjà joué, le Scrabble. Hein, c'est un jeu très connu, très célèbre aussi. Hein. Et puis les autres, vous pouvez essayer, si vous êtes curieux, vous pouvez essayer de voir de quoi il s'agit. Caractéristiques d'un jeu. Il y a des jeux qui sont coopératifs ou non coopératifs. On dit qu'ils sont coopératifs si tous les joueurs œuvrent en commun pour remporter la partie. Si c'est non coopératif, ça veut dire que ça va être compétitif. Tous les joueurs œuvrent seuls pour remporter la partie. Dans la deuxième cas, souvent, c'est pas tout le monde qui va remporter. Ça peut être un jeu, quelqu'un gagne, l'autre forcément perd, ou même s'il n'est pas coopératif, peut-être tout le monde peut gagner. Ça dépend des jeux, il y a des types de jeux. Il y a des jeux partiellement coopératifs aussi. Juste une partie des joueurs, mais pas tous les joueurs, œuvrent en commun pour remporter la partie. Par exemple, les jeux en équipe. C'est un jeu où, en équipe, soit une équipe de 2 ou plusieurs personnes, et bien chaque équipe est l'œuvre à gagner la partie de façon coopérative à l'intérieur de l'équipe, mais non coopérative avec les autres joueurs. Trouvez un exemple de jeu coopératif. Pour les jeux coopératifs, je vais mettre le Sudoku. J'ai mis Sudoku parce que vous pouvez coopérer entre amis à résoudre un casse-tête de Sudoku. Mais ça peut se pratiquer tout seul aussi. Mais si vous regardez sur Internet, vous allez trouver une très grande liste de jeux coopératifs. Généralement, c'est des jeux pour enfants avec des règles. J'ai pas voulu en mentionner, puisque sinon vous devriez aller chercher les règles de ce jeu, ça sert à quoi, etc. Jeu non coopératif, je vais mettre jeu d'échecs. On a dit que c'était un sport aussi, donc un jeu, ça peut être un sport. Jeu d'échecs. Et jeu partiellement coopératif, je veux mettre jeu d'échecs à 4. Jeu d'échecs par équipe. Jeu d'échecs à 4. Par équipe. Je vais vous montrer un site où on peut jouer ce jeu. Si vous êtes amateur de jeux d'échecs, vous le connaissez probablement déjà. Donc si vous allez sur le site chesspoir.com par exemple, vous allez pouvoir jouer un jeu à 4, un jeu d'échecs à 4. Ça peut se jouer aussi chacun pour soi, et ça peut se jouer en équipe. Et là, ça devient partiellement coopératif, on va dire. Donc chaque équipe va œuvrer pour gagner la partie. Voilà, donc tous les jeux partiellement coopératifs, tous les jeux en équipe en fait sont des jeux partiellement coopératifs, puisque vous allez coopérer avec les membres de votre équipe. Il y a des jeux de cartes aussi qu'on peut jouer en équipe, etc. Jeu simultané et jeu séquentiel. Un jeu simultané, c'est un jeu où les joueurs décident simultanément de leur stratégie. Donc ils décident tous en même moment.
Un exemple type, c'est le jeu pierre, papier, ciseaux. Voilà, et donc il y a une forte chance que vous ayez déjà joué ce jeu. Donc tout le monde décide la stratégie en même temps. C'est pas donc simultané, c'est pas séquentiel. Un exemple de jeu séquentiel serait encore un jeu d'échecs parce que chacun décide la stratégie. Il y a le premier joueur. Bon, ça c'est décidé par la couleur des jeux d'échecs. Là, vous pouvez faire pile ou face. Par exemple, pour les jeux d'échecs, c'est toujours les blancs qui commencent. Mais sinon, de façon générale, il y a un joueur qui avance, c'est-à-dire qui avance une pièce ou qui fait une action dans le jeu, et l'autre réagit en fonction de l'action du premier. Donc, la stratégie du suivant dépend de la stratégie du précédent. Dans pierre, papier et ciseaux, la stratégie, elle est simultanée. Elle ne dépend pas de l'autre. Tu ne vois pas ce qu'a décidé l'autre. Mais dans un jeu séquentiel, tu vois ce qu'a décidé l'autre et tu réagis en fonction de ça. Les jeux de hasard. Alors, les jeux de hasard, il y a des jeux de hasard purs et il y a des jeux de hasard raisonnés. Hasard pur, c'est pile ou face. Faites pile ou face, c'est un hasard pur. Vous jouez au dé, c'est un hasard pur. Il y a des jeux de hasard raisonné, comme beaucoup de jeux de cartes, ou peut-être la plupart. Hasard raisonné, c'est-à-dire vous avez un hasard pour recevoir les cartes. Après, vous avez votre main, c'est-à-dire vous avez les cartes de votre main. Et là, vous avez quand même une stratégie qui nécessite de la réflexion, peut-être une stratégie quelconque, peut-être de la mémoire pour se souvenir de toutes les cartes qui sont déjà passées, etc. Donc, il y a le jeu de hasard pur, on va écrire pile ou face. Et les jeux de hasard raisonné, j'ai mis jeux de cartes, mais pas tous. Il y a des jeux de cartes qui sont, c'est des jeux de hasard pur, où il y a vraiment, où il n'y a aucune stratégie. C'est-à-dire que vous mélangez, vous distribuez les cartes, et puis c'est comme la bataille, par exemple. C'est vraiment le hasard pur. Jeu équitable ou non équitable? Alors, jeu équitable ou non équitable? Un jeu équitable serait un jeu où le joueur a la même probabilité de gagner, quel que soit l'ordre dans lequel il joue. Donc souvent on parle des jeux séquentiels, pas des jeux simultanés. Si c'est simultané, bon, là tout le monde a les mêmes chances. Si c'est un jeu séquentiel, il est probable que le premier joueur a plus d'avantages. Il y a d'ailleurs beaucoup de jeux où le premier joueur a plus d'avantages que les suivants. A plus, un exemple de jeu d'échecs, même si c'est difficile de faire ça avec, de le prouver mathématiquement ou avec un logiciel informatique, mais les blancs ont l'avantage. Voilà, par exemple, c'est-à-dire celui qui commence a l'avantage sur le suivant. Donc, trouver un exemple de jeu équitable. Un jeu non équitable, on va dire, je vais mettre jeu d'échecs, mais le jeu d'échecs, on le voit moins parce que, mais il y a des petits jeux comme ça où vraiment le premier, il y a des stratégies où vous êtes sûr carrément de gagner si c'est vous qui commencez. Jeu non équitable, je vais écrire jeu d'échecs quand même encore. Vous allez dire, je parle tout le temps des jeux d'échecs. Je suis un fan des jeux d'échecs, un amateur, on va dire. Un jeu équitable, vous pouvez prendre un jeu équitable. Il y a des jeux de cartes qui sont équitables. C'est le hasard qui distribue les cartes et puis c'est terminé. Donc le hasard est le même pour tout le monde. Si vous jouez pile ou face avec quelqu'un, que vous avez une pièce de monnaie parfaitement homogène, que vous trichez pas quand vous jetez la pièce de monnaie. Donc ce sera un jeu équitable, les jeux de dés, etc. Donc je vais mettre pile ou face. Voilà. Citons quelques exemples de jeux. Peut-être que vous en connaissez déjà. Certains, vous les connaissez peut-être. Ou pas, tout dépend. On verra bien. Dans ce jeu, vous allez construire 4 piles. 4 piles. Qui contiennent soit 1, 3, 5 et 7 jetons. Mais il y a des variantes de ce jeu. Vous pouvez construire plusieurs piles, etc. Mais disons ce jeu, il y a 4 piles. Un tour de rôle.
il y a le premier qui commence, peut-être ça peut être désigné par pile ou face. Et disons, le premier qui commence a le droit de prendre autant de jetons qu'il veut à l'intérieur d'une seule pile. Par exemple, un jeton, deux. Si la pile contient 7, il peut prendre jusqu'à 7 jetons. Mais il ne peut pas prendre plusieurs jetons de plusieurs piles différentes. Et voilà. Et le dernier qui prend le jeton, il a perdu. Le dernier qui prend le jeton, il a perdu. Donc, c'est un exemple de jeu. C'est du type de jeu où pratiquement il va y avoir des stratégies gagnantes à coup sûr ou presque, ou des choses comme ça. Puisque si vous faites un raisonnement par récurrence, si par exemple il reste deux piles, il reste un jeton, il reste deux piles, chacune contient un jeton, ben vous prenez un jeton, l'autre personne il va prendre le dernier, il a perdu. S'il reste une seule pile qui contient deux jetons, eh ben vous prenez un, vous lui laissez un, il a perdu. Si elle contient 7 jetons, une seule pile qui contient 7 jetons, ben vous prenez 6, il lui restera un seul, il a perdu. Donc, un raisonnement par récurrence comme ça vous amènera à dire quelle serait la meilleure stratégie si vous étiez, si c'était l'avant-dernier coup, le dernier coup, l'avant-avant-dernier coup. Ça dépend de l'étape du jeu. Et voilà, un exemple de jeu. La pile d'argent. La pile d'argent, donc, ça ressemble à peu près au précédent, en fait. En tous les cas, dans le sens, on va tirer des choses, de l'argent, des jetons, etc. Donc, ici, on a une seule pile. Et là, on ne peut pas retirer toutes les pièces de la pile. Mais on a le droit juste de prendre un, deux ou trois jetons au maximum. Et là, le joueur qui prend le dernier, il a gagné. Mais vous pouvez créer des variantes où le joueur qui prend le dernier, il a perdu, ou vous avez le droit de prendre pas juste un, deux, trois ou quatre, mais peut-être cinq aussi, ou peut-être il n'y a pas 25 jetons au début, mais 73. Vous pouvez inventer des tas de variantes. Le jeu des doigts. Donc, le jeu des doigts, donc dans ce jeu, chaque joueur place les mains fermées, index sorti devant lui, hein. Et puis, donc, vous allez toucher une main avec un doigt. Et ben, si la main qui l'a touché, il a déjà un doigt, eh ben, lui, il devrait lever un doigt de plus. S'il avait trois doigts levés, celui que vous avez touché devrait lever trois doigts de plus, etc. Si la main est complètement levée, elle est morte. Ou, il y a des règles, il y a des variantes. Vous pouvez refaire vivre une main après qu'elle soit morte, euh, etc. Donc, il y a plusieurs variantes, mais le principe, c'est à peu près ça. C'est de toucher une main avec le doigt. Et le nombre de doigts qu'il va soulever, la personne que vous avez touchée, dépend du nombre de doigts déjà levés dans votre main. Voilà. Donc, vous pouvez essayer de voir de plus près à peu près les règles et vous amuser à faire une ou deux parties pour voir à quoi ça ressemble si vous ne l'avez pas déjà fait dans votre enfance.